La parfumerie, c'est quelque chose de beaucoup plus concret qu'on ne croit. Ce qui paraît abstrait, c'est le fait que ce sont des vapeurs, ce sont des choses que l'on sent, on ne le voit pas. Et ça paraît abstrait. Mais le travail de parfumeur, c'est un travail qui est très très concret. Moi, j'ai l'impression d'avoir les mains dans la glaise, d'être le sculpteur qui travaille dans de la matière. Dans le livre Du côté de chez Swann, premier volume d'À la recherche du temps perdu, alors qu'il retrouve sa Madeleine d'enfance, Marcel Proust écrit « Quand d'un passé ancien rien ne subsiste, seule plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. » La réminiscence qu'il décrit dans cette scène est involontaire, la sensation d'être immergé dans un souvenir qui d'un coup nous prend d'assaut alors qu'on ne s'y attendait pas. L'apprenti parfumeur, lui, est à la recherche active de cette immersion. C'est grâce au souvenir, à cette mémoire olfactive qu'il est capable de reconnaître les odeurs et plus tard de les mélanger pour créer quelque chose de nouveau. Pour le parfumeur Dominique Ropion, c'est par la connaissance des odeurs, le travail concret acharné et la recherche de la précision qu'une identité olfactive nouvelle peut apparaître. Tel un équilibriste qui aurait les yeux bandés, il avance en associant des notes olfactives jusqu'à obtenir une harmonie parfaite. Sur le fil de la création est le podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux. Il donne la parole aux créateurs pour emprunter avec eux le cheminement intime de leur processus de création. Dans cet épisode, c'est Dominique Ropion qui rencontre Constance Rubini, directrice du MAD Bordeaux, pour remonter le fil de la création de ses parfums. Bonjour Dominique. Bonjour Constance. On entre là dans votre bureau. C'est un beau bureau avec une grande fenêtre ouverte sur un jardin et puis un bureau qui est envahi de petits flacons étiquetés de partout. Et pour que nos auditeurs situent à peu près la génération à laquelle vous appartenez, on peut dire que vous êtes né la même année, peut-être que je vous l'apprends, vous êtes né la même année qu'Isabelle Adjani. Ou que Steve Jobs. Ça fait pas mal non plus. Et si votre nom n'est pas aussi connu dans le public large que Isabelle Adjani, en tout cas il l'est dans le domaine de la parfumerie puisque vous êtes une grande star de la parfumerie et que tous vos pairs reconnaissent en vous un des très très grands parfumeurs parce que vous avez à votre actif un certain nombre de monuments comme votre premier parfum, Isatis, chez Givenchy, oui. Et puis La vie est belle de Lancôme qui est peut-être le parfum le plus vendu au monde aujourd'hui. Oui. Et puis un certain nombre de parfums, on va dire de parfums de créateurs avec Frédéric Malle, comme Carnal Flower, comme Portrait of a Lady, comme Vetiver Extrême. Je pourrais tous les citer en fait, parce qu'ils sont tous absolument incroyables. Ah, merci. Alors, quand vous démarrez un nouveau parfum, avec quoi vous partez ? Est-ce que vous partez avec un souvenir ? Est-ce que vous partez avec une idée en tête ? Est-ce que vous partez à partir d'une matière première ? Comment vous démarrez un projet ? Je peux démarrer un projet avec un un ensemble de choses. Ça peut être des souvenirs, ça peut être une idée, un concept, enfin une idée conceptuelle en fait que je peux avoir. Ça peut être une matière première, d'avoir envie d'illustrer une fleur par exemple. Pourquoi pas on parlait de Carnal Flower, l'idée au départ, c'était d'illustrer en quelque sorte la tubéreuse, donc de faire en sorte que la tubéreuse soit la partie centrale de la composition. Donc ça peut être aussi une façon de démarrer un travail. Et puis surtout, je démarre aussi avec toutes les choses que j'ai pu travailler auparavant, toutes les expériences de composition que je traîne ou qui m'ont précédé, quoi. À quel moment vous avez su que ça allait devenir votre métier de sentir ou en tout cas de travailler avec les odeurs ? En fait, je me destinais pas du tout à ce métier en réalité. C'était un hasard alors ? C'était un hasard, oui, c'était un hasard. Mais j'ai toujours aimé les odeurs, c'est vrai. Ça par contre, je sentais tout, les jouets, les trucs, je portais tout, ouais. Mais je pense que tout le monde le fait. Je pense que beaucoup de gens le font. Non, je suis pas. Franchement, je crois pas du tout être. Non, mais en tout cas, vous aimez. Mais j'aimais les odeurs. C'est l'odeur en elle-même. Voilà, l'odeur, comme je sais pas, un poète aime le mot. C'est un peu ça. Voilà. Pour moi, il y a l'odeur, c'est quelque chose. L'odeur d'un citron, d'une orange, n'importe quoi, d'un jouet. Ouais, toutes les odeurs. Toutes les odeurs.
Moi, je n'ai pas été exposé forcément à beaucoup d'odeurs. J'ai été en parisien, moi, de naissance, et j'ai vécu ma jeunesse à Paris. À part les odeurs d'asphalte et les odeurs de métro que j'aime beaucoup, entre parenthèses, c'était pas aussi diversifié que quelqu'un qui habite à Grasse, par exemple. Voilà. C'est ça, par contre, j'ai toujours connu le métier parce que ma mère travaillait chez Roure, qui était une ancienne société de la parfumerie qui fait partie de Givaudan aujourd'hui. En fait, je faisais des études en physique, maths physique. Et puis, j'ai fait un stage dans un service de recherche de Roure qui était à Argenteuil à l'époque. Et une place à l'école de parfumerie s'est libérée, soudainement. C'est un miracle. Aujourd'hui, une chance, parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible, ce genre de choses. Donc, c'était vraiment une grande chance. Et moi, j'étais là, j'aimais beaucoup les études que je faisais, entre parenthèses. Que vous avez abandonné pour rentrer là. Exactement. Enfin, oui, j'ai bifurqué en quelque sorte. J'ai fini un cycle et puis je suis rentré dans l'école de parfumerie. Mais comment est-ce qu'au départ, comment est-ce qu'on se forme à l'école du parfumeur? Qu'est-ce qu'on apprend, en fait? Alors, la première des choses à apprendre, en fait, c'est de se constituer une mémoire olfactive. Les 6 premiers mois de la formation, en gros, sont consacrés vraiment d'abord à la mémorisation de toutes les notes olfactives, qu'elles soient d'origine naturelle ou d'origine synthétique. En fait, c'est de se constituer une mémoire olfactive. Il faut apprendre par cœur, en fait, c'est vraiment ça, du par cœur. Ça veut dire que on sera capable, en blind test, en test à l'aveugle, quelqu'un donc qui ira tremper une dizaine de matières premières, et puis le but, ce sera d'être capable de les identifier. La matière première, qu'est-ce que c'est? Parce que nous, on pense à la fleur qu'on va cueillir dans un jardin. Bien sûr. Mais entre la fleur qu'on cueille dans un jardin et votre matière première de travail, qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ces petits flacons? Quels sont les matériaux du parfumeur, en fait? Oui, c'est ça la question. Il y a d'abord des produits d'extraction à partir de la nature. C'est-à-dire qu'on peut extraire à partir des fleurs, des racines, des feuilles, des fruits, des écorces, des résines. Si on prend le cas de la fleur d'oranger, par exemple, on peut extraire à partir de la fleur. On peut extraire à partir des feuilles aussi. On obtient le petit grain. Vous voyez, donc, des racines. Par exemple, l'iris, c'est une racine. Quand on parle d'iris dans un parfum, on a extrait à partir de la racine. Donc, ce que l'on fait dans les extractions, c'est quoi? C'est d'en fait, à partir de ces produits bruts, eh bien, on va isoler toute la partie odorante contenue, soit dans la fleur, soit dans la feuille, soit dans la racine, etc., par différentes méthodes. La rose, d'ailleurs, est un très bon exemple parce que on l'extrait de 2 manières. On peut soit la distiller, donc c'est la technique de la distillation à la vapeur d'eau, en fait. On injecte de la vapeur d'eau dans un alambic. Cette vapeur d'eau traverse les pétales de rose et entraîne les molécules odorantes qui sont contenues dans les cellules végétales. Et à partir de là, tout ça, ensuite, à un moment donné, on se retrouve avec la vapeur d'eau chargée donc des constituants olfactifs de la rose. Tout ça est réfrigéré. Donc la vapeur d'eau se recondense en eau. L'huile essentielle de rose, par décantation, est séparée donc de cette eau. Et c'est ce qu'on appelle l'essence de rose. Et l'eau en question, c'est ce qu'on appelle l'eau de rose, d'ailleurs. Et si on l'extrait avec des solvants, ce qu'on appelle les solvants volatiles, donc la méthode est un peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, on fait baigner les roses dans ce solvant. Le solvant capte les molécules odorantes de la rose, vont se passer en solution dans le solvant. On fait évaporer le solvant pour obtenir ce qu'on appelle la concrète de rose, d'ailleurs. La concrète est solide, donc on mélange la concrète à l'alcool, on évapore l'alcool et on obtient ce qu'on appelle l'absolu de rose. Mais alors, si moi qui n'y connais rien, par exemple, je sens une rose, je sens l'huile essentielle de la rose et je sens l'absolu de la rose, voilà. Est-ce que je sens 3 choses égales? On sent 3 choses différentes. L'essence de rose sera très différente de l'absolu rose. On n'extrait pas les mêmes molécules, en fait. Et toutes les fleurs peuvent s'extraire? On peut extraire de tout. De absolument tout. Pas que des fleurs d'ailleurs, mais toutes les fleurs peuvent s'extraire. Oui, pas que des fleurs, ça veut dire qu'il y a aussi des odeurs qui seraient dans notre imaginaire moins bonnes. Je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise odeur, mais a priori on pense aux fleurs comme des bonnes odeurs, mais vous avez aussi dans votre banque, là, dans tous vos petits flacons, vous avez ce qui seraient des mauvaises odeurs, ce qu'on pourrait nous dire, appeler mauvaises odeurs? Les odeurs qu'on appellerait mauvaises, c'est tout ce qui va avoir, je pense, un rapport avec des odeurs soit de pourri, et il y en a, aussi, il y a des molécules qui sentent vraiment ce genre de choses, ou des odeurs corporelles très souvent. C'est ce qu'on va associer plus ou moins bien d'ailleurs à des mauvaises ou des bonnes odeurs. Mais il y a des odeurs même scatologiques, il y a des molécules qui ont cette odeur d'ailleurs, et qui sont utilisées et qui rentrent dans la composition des fleurs, entre parenthèses, dans certaines fleurs, dans la constitution de certaines fleurs. Et là, ce sont des odeurs naturelles ou ce sont des odeurs qui sont reconstituées parfois?
Alors, il y a les deux, mais enfin, disons que dans les odeurs naturelles, si on prend le cas du muguet comme d'autres fleurs, on peut faire la même chose avec de la rose, de la tubéreuse, du jasmin. Mais le problème du muguet, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de fleurs de muguet pour avoir une production industrielle. Donc, on va utiliser des molécules synthétiques qui reconstituent, qui donnent cet effet du muguet. On fait une analyse pour déterminer qualitativement et quantitativement la composition de cet absolu. Si on prend le cas de la rose, il y a à peu près 200, je crois, molécules différentes qui constituent en fait, c'est comme une formule de parfumeur. Hein, quand vous avez fait l'analyse et que vous avez reconstitué l'essence, il y a à peu près 200 molécules différentes, voire plus, je crois, dans l'essence de rose. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui. Et c'est d'une richesse, d'ailleurs, qu'on n'a jamais réussi à égaler par nos reconstitutions. Hein. Après, les produits de synthèse ont un grand intérêt. Un très très grand intérêt. Alors évidemment, une essence de rose, ça vaut très cher. Hein. On parlait de 8 000 € le kilo, vous voyez. Ah oui. Donc on a intérêt à utiliser des molécules de synthèse, mais qui sont tout aussi intéressantes. C'est les mêmes molécules, voilà, en fait. On a soit un intérêt à les utiliser pour des raisons purement économiques, se dire voilà, on va mettre ça à cause de l'essence de rose qui est trop chère, voilà. Mais on peut très bien utiliser le citronellol, par exemple, qui est un des constituants de la rose, qui coûte rien, ou le benzylacétate qui rentre à 50% dans l'absolu jasmin, qui coûte rien non plus, alors que l'absolu jasmin coûte très cher, mais pour l'utiliser en tant que tel, en tant qu'élément odorant, olfactif, qui va apporter quelque chose à la composition, et qui peut très bien être associé à du jasmin, non pas pour baisser le coût de la formule globale, mais pour apporter un élément qui permet d'arriver à la note que l'on cherche à avoir. Et donc, en fait, toutes ces essences de fleurs ou d'odeurs autres, ou de café, constituent comme une sorte d'énorme banque de données qui est la matière avec laquelle vous allez pouvoir jouer. Voilà, donc au final, on a à la fois des essences, des absolus, des résidus, enfin bon, c'est pour tout ce qui est la partie naturelle. Et après, on a beaucoup de molécules de synthèse. Alors certaines, on les a déjà identifiées dans la nature. On en parlait à l'instant, par exemple, le citronellol existe dans la rose, benzylacétate existe dans le jasmin, mais existe aussi dans d'autres essences. Et ce qui est intéressant, c'est un peu comme un jeu, parce que si on prend le méthylantranilate, par exemple, qui est un des éléments clés de la fleur d'oranger, vous retrouvez cette molécule aussi dans la tubéreuse, par exemple, et qui joue un rôle. Vous voyez, c'est des constructions. Et vous l'avez aussi dans l'essence de mandarine. Vous voyez donc tout et a son rôle. Mais il n'a pas le même rôle en fonction de tout le contexte qui fera que, dans un cas, on sera dans la tubéreuse, un cas, on sera dans la fleur d'oranger, dans un autre cas, on sera dans la mandarine. Et ça, c'est ce qu'on apprend, j'imagine, pendant la formation de parfumeur. Voilà, c'est ce qu'on apprend toute sa vie. À sentir, à reconnaître, à identifier le plus d'odeurs possible. Voilà, alors l'acquisition du métier donc passe par effectivement l'apprentissage d'un très grand nombre de matières premières. Alors comment le faire maintenant? C'est ça la question qui est intéressante. Parce que moi, par exemple, dans mon cas, moi qui n'étais pas du tout du sérail, à vrai dire, donc je suis arrivé à l'école de parfumerie à Grasse il y a quelques années. J'avais pas du tout d'a priori, je connaissais même pas les matières premières, je savais pas du tout ce qu'on pouvait extraire. Enfin bon, je connaissais vaguement les fleurs chez les fleuristes, enfin ouais, et les odeurs de la rue, mais c'est déjà pas mal. Et donc, on a quand même enregistré au cours de notre vie énormément de notes olfactives dans notre tête déjà. Hein, ne serait-ce que par la nourriture, toutes les odeurs qu'on rencontre, du lieu où l'on vit, tout simplement, hein, de la rue, de Paris, etc. Et de toutes les expériences qu'on a pu avoir. Et celle-là, c'est très ancré en nous. Et on s'en aperçoit quand on fait cet exercice-là. Parce que le moyen de mémoriser une odeur, c'est de prendre, par exemple, l'essence de rose. Si on prend l'essence de rose, il faut lui appliquer toutes les références olfactives que l'on peut avoir. À quoi ça nous fait penser? Qu'est-ce que nous rappelle l'essence de rose, par exemple? Moi, il y avait, outre le fait que ça sentait la rose, qui est déjà pas mal, moi, ça me rappelait aussi des gaufrettes à la framboise que je mangeais chez ma grand-mère. Et c'est ça que j'ai noté. Et à chaque fois qu'on faisait un blind test, la première chose qui me venait en tête, c'était les gaufrettes à la framboise de ma grand-mère. Donc, c'est l'essence de rose. Vous voyez, c'est ce chemin-là. Et par exemple, l'étudiant d'à côté, lui, il nommait exactement la même chose que moi, l'essence de rose, mais il était parvenu par d'autres moyens. C'était pas les gaufrettes de ma grand-mère. Et quand on termine ces études, par exemple, on est censé avoir en mémoire un bagage de combien d'odeurs à peu près? Au moins 1000 à peu près. C'est un très grand nombre
d'essences ou d'odeurs différentes. C'est-à-dire que on a l'essence de rose, absolu jasmin, l'essence de romarin, l'essence de enfin, il y en a beaucoup, il y a du patchouli, etc., etc. Il faut les apprendre par cœur. Mais c'est qu'une petite partie des choses. Parce qu'ensuite, c'est la composition. Et la composition commence avec les accords. Alors, qu'est-ce qu'un accord? Un accord commence à partir du moment où on mélange deux matières premières entre elles. Donc ça peut être une essence de patchouli avec de la bergamote, par exemple. Ces accords-là que vous apprenez, vous commencez par des accords à 2 matières premières, ensuite 3 matières différentes, ensuite 4, 5, jusqu'à à peu près 6 ou 7 matières premières. On reste encore dans le domaine des accords. C'est un peu le solfège du parfumeur. Hein. Vous savez, c'est apprendre. C'est comme une portée de musique. Hein. C'est un peu ça. D'ailleurs, ça ressemble un peu à ça. C'est votre alphabet. Oui, c'est ça. Et l'intérêt des accords, donc vous avez des accords autour de la note du jasmin, autour du muguet, autour de la rose, etc., etc. Il y a différents types d'accords que vous apprenez. Et une fois que vous connaissez, vous maîtrisez les accords, vous passez au stade supérieur, c'est vous passez à l'étude des schémas. Ça va être une représentation simplifiée d'un parfum classique, d'un thème classique. Par exemple, vous apprenez le schéma d'un Chanel 5, le schéma de Chalimard, le schéma de l'heure bleue, le schéma d'un Chypre. Et qu'est-ce qui fait que Chanel 5, en effet, est un monument? Pourquoi est-ce que ce parfum reste, parmi tous les parfumeurs, comme une grande référence? Je pense qu'il reste comme une grande référence parce que lorsque Chanel 5 a été créé, eh bien, il apportait quelque chose de tout à fait nouveau au monde de la parfumerie à cette époque, c'est-à-dire aux alentours des 1920. Et à ce moment-là, donc, Chanel 5 a apporté quelque chose de tout à fait nouveau. Qui était quoi? On connaissait pas cette odeur. Alors, après, on a un peu plus objectivé les choses en disant, voilà, il y a l'utilisation des aldéhydes, ce qui était vrai. Les aldéhydes étant des molécules de synthèse qui, pour le coup, rentreraient dans la famille des citrus, en quelque sorte, mais qui font très chimique. Donc, en fait, il y a comme ça des grands monuments de la parfumerie qui font partie aussi du patrimoine de tous les parfumeurs. Oui, mais je dirais que Chanel 5 fait partie du patrimoine de tous les parfumeurs, au même titre qu'un Chalimard, qu'un Mitsuko, etc., etc. Donc tous ces grands thèmes à la fois, donc sont d'abord très importants pour la formation, et c'est vrai que on parle de l'imitation. Le parfumeur là, donc, se plie au travail d'une imitation d'un parfum, d'un grand classique, de façon à comprendre comment son prédécesseur a travaillé pour arriver à cette note olfactive. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est comme ça qu'on apprend le métier. C'est comme ça que des peintres aussi, en allant au Louvre, ont recopié des tableaux célèbres. Hein. On le copie en essayant de comprendre les astuces. Pourquoi il y a tel accord, pourquoi il y a telle matière première associée à telle autre. C'est ça qu'apprend l'imitation d'un parfum. Vous apprenez la composition, la structure qui a été créée à ce moment-là. Et donc, du coup, on peut en tirer certaines règles. Est-ce qu'il y a des règles dans votre métier? On tire des règles, évidemment. Il y a la règle qui permet d'arriver à Mitsuko, celle qui permet d'arriver à l'Air du Temps ou à Chanel 5, etc. Il y a des règles précises. Et ces règles, évidemment, on les intègre. Et à partir du moment où on veut aller plus loin, il faut transgresser ces règles. Et pour les transgresser, c'est ce que je dis à tous les étudiants, il est très important que vous connaissiez absolument parfaitement tous les classiques, que vous connaissiez tous les parfums que je viens de citer, hein, et d'autres en plus. Et à partir de là, vous serez capable peut-être de faire chose qui va au-delà de tout ça. Mais avant... C'est ça, donc c'est d'abord apprendre à écrire correctement pour un auteur, et après on peut développer une personnalité dans l'écriture. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que je crois que les choses se passent d'ailleurs. Un de vos premiers parfums était tout de suite un énorme succès, c'était Isatis. Isatis de Givenchy, vous aviez quel âge quand vous avez fait Isatis? Isatis, j'avais 27 ans, oui. Et à partir de là, vous avez commencé à on va dire, développer une identité, une écriture particulière qui aurait été la vôtre, qui est aujourd'hui la vôtre? Sans doute, mais ça se fait à l'état inconscient. Enfin, c'est pas ce que je poursuis. Je poursuivais pas forcément ni le succès d'ailleurs, ni la volonté de vouloir trouver un style qui me soit propre. Mais j'avais des axes de recherche qui m'étaient propres. Alors, j'ai beaucoup étudié les fleurs, notamment les constitutions des fleurs, et à partir de ces fleurs, comment faire un parfum, qui ne soit pas figuratif. Par exemple, on peut faire un parfum qui sente la tubéreuse d'une façon très évidente,
Et là, c'est très figuratif. Enfin, c'est comme ça que je définirais les choses. Mais une fois qu'on l'a fait, on l'a fait, quoi. Mais c'est aussi un exercice intéressant, mais qui a ses limites. Mais par contre, si on prend le cas de Oud Fracas, par exemple, qui était un des premiers parfums où la tubéreuse était... Une grande référence. Oui, Fracas est une grande référence dans la parfumerie, qui utilisait la tubéreuse un peu comme pièce centrale de la composition. Mais au final, c'est pas un parfum figuratif, on dit c'est une tubéreuse. Donc vous, quand vous travaillez autour de la tubéreuse, vous savez qu'il y a eu Fracas, vous connaissez, vous savez comment il est composé, comment les règles se font autour de Fracas, et vous allez tirer un fil, comment ça se passe en fait? Je ne vais pas forcément m'en inspirer, mais ça m'aura inspiré quand même d'une façon... tout ça, c'est des cheminements un peu insidieux, je dirais, parce que quand j'ai étudié Fracas, il y a bien avant que je travaille Cardinal Flower d'ailleurs, je l'ai utilisé dans toutes ses coutures, ça c'est vrai. Après... Et puis après, voilà, je suis passé à autre chose. Et il vous arrive de vous inspirer, peut-être inconsciemment, dans vos promenades, en allant faire vos courses, dans des odeurs inattendues, que peut-être même vous ne savez même pas que vous les sentez. Ah oui, non, bien sûr, tout est... évidemment, alors à la fois, ça peut être conscient, de se dire, tiens, c'est marrant, il y a ces odeurs-là qui sont ensemble, ça, pourquoi pas, à la limite, ça peut... Il y a un truc intéressant, je note, et puis ça pourra toujours servir à un moment donné. Mais je pense que ça se passe surtout à l'effet d'une façon inconsciente. Je veux dire, on reçoit ça, et puis ça suit son chemin. Je crois beaucoup aux choses qui suivent leur chemin des mois, voire des années. Moi, je reprends des notes que j'ai travaillées il y a peut-être 20 ans. Et je reprends ces éléments-là qui n'étaient pas aboutis à l'époque, puis je trouve ça intéressant. Donc je reprends et je retravaille là-dessus. Et différemment. Mais je crois que en parfumerie, il faut beaucoup de temps pour que les choses arrivent. Il faut... Mais malgré tout, ces choses-là, vous les traînez avec vous, ça vous suit. Et quand vous travaillez sur une tubéreuse, sans doute vous l'avez intégré et ça sert quelque part. Je ne sais pas très bien où, mais ça sert, c'est certain. Et au final, Cardinal Flower n'aurait pas grand-chose à voir avec Fracas, en fait. Si ce n'est que la tubéreuse est un élément clé dans la composition. Il y a deux choses. D'abord, il va falloir cette tubéreuse, si on veut pas faire quelque chose qui soit figuratif, il va falloir l'associer à des odeurs qui vont contraster la tubéreuse. Soit des notes boisées, soit des notes fruitées, soit des notes zestées, soit des notes, d'autres notes florales. Et dans le cas de Cardinal Flower, par exemple, il y a d'autres notes florales, il n'y a pas que la tubéreuse, mais qui sont là pour, en quelque sorte, aller dans le même sens. Alors, je ne sais pas comment exprimer les choses différemment, mais c'est là pour illustrer la tubéreuse, mais qu'au final, on n'identifie pas forcément la tubéreuse. Ça veut dire pour la mettre en valeur ? La mettre en valeur, mais oui, en quelque sorte, mais aussi pour la contraster, pour créer des tensions. Créer des tensions, voilà, pour créer des contrastes. Donc il y a d'autres éléments floraux comme du jasmin, comme de la fleur d'oranger, comme des notes muguet mais de synthèse pour le coup, et qui ont une importance capitale. Et donc là, dans tous ces petits flacons, par exemple, je vois qu'eux, ils sont de la même couleur. Alors peut-être qu'ils sont des essais pour la même odeur ou le même parfum. Et du coup, vous dosez aussi. Est-ce qu'il y a, par exemple, les mêmes composants, mais dans des doses très différentes ? Oui. Comment, d'un essai à l'autre, d'une expérimentation à l'autre, qu'est-ce qui change ? D'un essai à un autre, ce qui peut changer, c'est soit on garde exactement les mêmes matières premières, et simplement je modifie le rapport en quantité des quantités de chacun de ces constituants, jusqu'à trouver l'équilibre qui semble être le plus judicieux. Mais à un moment donné, il va falloir peut-être rajouter quelque chose de nouveau. Comme je le disais, par exemple, le cas de Cardinal Flower, à un moment donné, j'ai rajouté du jasmin parce que ça apportait un autre élément, un autre contraste, etc., etc. Il peut y avoir combien d'accords dans un parfum ? Il peut y avoir énormément d'accords. Je me posais vraiment la question, mais vous pouvez avoir énormément d'accords, en fait, au cœur d'un parfum. Vous pouvez avoir des accords floraux, des accords boisés, des accords chyprés, des accords énormément. C'est très intéressant. D'ailleurs, on pourrait toujours s'amuser à isoler tous les accords possibles qu'il peut y avoir dans un parfum final. Donc c'est une complexité folle en fait ce que vous faites, parce que c'est comme un chef d'orchestre qui joue avec énormément de matière et dans des proportions très différentes. Donc vous pouvez faire combien d'essais en une journée, quand vous travaillez une journée sur un parfum, vous pouvez faire combien d'essais ? Une centaine, mais c'est pas un exploit. Parce qu'une centaine, j'exagère peut-être un peu quand même, 100. Mais
pas loin. C'est un travail, en fait. Il y a un travail, à la fois, il y a un côté artisan aussi. Il y a un travail quotidien, il y a un travail laborieux, il y a un travail... De répétition, parfois. De répétition, oui, bien sûr, oui. Et puis, donc il faut rien lâcher, en fait. Il faut rien lâcher. Et puis, au bout d'un moment, il se passe quelque chose. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut arriver à saisir et aller jusqu'au bout. Il faut avoir les mains dans le travail. C'est un travail très, très concret, au contraire. C'est pas le génie de la parfumerie, c'est plutôt l'artisan C'est plutôt, il faut, comme n'importe qui, comme un peintre est là, sur sa toile, quoi, se poser des questions aussi. Il faut se poser des questions esthétiques. On ne se les pose pas dans les mêmes termes, évidemment, mais c'est que ça, quoi. Si vraiment je suis focalisé sur une note, je peux faire parfois entre 5 et 10 séries où il y a 10 essais. Voyez. Mais en général, je vais travailler 2-3 parfums assez différents en même temps. Pour pouvoir contraster les choses. Pour contraster, pour que le nez ne se fatigue pas trop sur une même odeur. Oui, parce qu'il y a ce problème aussi je crois, d'une fatigue un peu Ça veut dire que vous êtes presque obsessionnel, que vous travaillez sur une odeur? Ah, c'est toujours, oui, c'est le cas, oui. Mais oui, c'est un peu un travail obsessionnel, ça c'est sûr. Parce qu'il faut à chaque fois remettre en question les choses. Mais on est, je crois, jamais totalement satisfait. Et puis même lorsqu'un parfum est fini, on voit qu'on aurait pu aller plus loin dans une autre direction. Enfin bon, mais ça permet... Je pense que lorsqu'un parfum se termine, c'est presque une étape pour d'autres choses. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, parmi tous ces essais, à un moment donné, il faut finalement choisir lorsqu'on travaille sur des directions, lorsqu'on travaille au sein d'un accord, sur la constitution d'un accord, c'est plus une recherche esthétique de la note. On va chercher quel est le meilleur équilibre. Après, lorsqu'on veut trouver une orientation olfactive, c'est-à-dire, par exemple, à partir de tel accord boisé, on va lui associer une note florale, on va voir est-ce que c'est la rose, est-ce que c'est le jasmin, est-ce que c'est la tubéreuse, est-ce que c'est le narcisse. Et là, on fait différents essais pour voir ce qui convient le mieux. Et là, effectivement, il y a un choix qui va s'opérer à un moment donné, et on va dire, allons dans cette direction-là, parce que ça me paraît être le plus intéressant. Et le chemin, vous sentez doucement, vous le voyez, vous le visualisez, le chemin? Oui, je pense, oui, on le visualise, oui. Quand je travaille un parfum, c'est comme si j'étais dedans, presque. Et je suis vraiment à l'intérieur. Quand je travaille, par exemple, tous ces essais, toutes ces formules, etc., je suis dans la tête du parfum, dans le cœur du parfum, dans les notes de fond. C'est comme si j'étais à l'intérieur à constituer à fabriquer, comme avec des briques. Je constitue le parfum. Après, il faut essayer de s'en sortir le plus vite possible de cet état-là. Surtout si je veux avoir une vision plus objective. Et souvent, quand je quitte le bureau, un ou deux essais, je les porte, je les mets sur moi, je les mets sur la peau. Puis je vois ce que ça donne. Mais à partir de là, je suis plus vraiment dedans, quoi. Je vois un peu comment ça vit, comment ça évolue, J'essaye de devenir l'observateur. Ça veut dire que la direction, en fait, vous l'avez pas en tête. Vous n'essayez pas de parvenir à une direction, mais au contraire, ça se fait au fur et à mesure des essais. Oui, voilà, exactement. Les choses, en fait, au départ, c'est plutôt conceptuel. Mais après, il faut jeter sur le papier très rapidement ces idées, les faire peser, et à partir de là, le travail commence. Parce qu'on peut se dire, voilà, que conceptuellement, je verrais bien du patchouli associé à du narcisse, avec un départ frais comme de la bergamote, de la mandarine. Bon, ça c'est des mots. Mais c'est un concept, en quelque sorte. Et puis après, il faut le réaliser. Et là, les choses deviennent concrètes. Parce qu'en fait, la parfumerie, c'est quelque chose de beaucoup plus concret qu'on ne croit. Ce qui paraît abstrait, c'est le fait que ce sont des vapeurs, ce sont des choses que l'on sent, on le voit pas. Et ça paraît abstrait. Mais le travail de parfumeur, c'est un travail qui est très très concret. Moi, j'ai l'impression d'avoir les mains dans la glaise, d'être le sculpteur qui travaille dans de la matière. Je donne forme. Et je trouve que dans la parfumerie, il y a pas mal d'analogies que l'on peut faire avec différentes autres formes artistiques, notamment l'architecture. Il y a dans un parfum doit être très bien bâti. Il y a des fondations, il y a des éléments qui lui donnent de l'envolée, il y a des choses qui soutiennent l'ensemble. Vous voyez, donc là, on peut faire ce rapprochement avec l'architecture, ou on peut faire d'autres avec la sculpture ou la musique. Il y a des notes olfactives, il y a des notes musicales, on parle d'accords aussi. Hein. Donc c'est assez drôle.
toutes ces analogies d'ailleurs. Quand on prend un parfum comme vétiver extrême, par exemple, dans Extraordinaire. Pardon, vous voyez, moi je l'ai toujours mémorisé comme extrême. C'est extrême, sans doute. C'était ça la question. Alors, quand on prend un parfum comme vétiver extraordinaire, donc la place du vétiver est très forte. Est-ce que ça, c'est sa structure? Est-ce que ça, pour vous, c'est la colonne vertébrale? Vous compariez à l'architecture, aux fondations, par exemple. Alors, est-ce que le vétiver est la fondation, et après, comment est-ce qu'on construit? Comment on avance? L'essence de vétiver va être la partie centrale. Et à partir de là, et c'est un peu la fondation, en effet, mais l'essence de vétiver, à la fois, comme c'est une essence, elle est constituée de différentes molécules. Des molécules très lourdes et des molécules beaucoup plus légères. Concrètement, elles sont vraiment lourdes et légères, oui, c'est-à-dire bien sûr. Qui vont faire le fond. Ah oui, il y a des molécules qui sont relativement légères dans le vétiver, enfin beaucoup plus légères que les notes de fond, qui font partie de la composition du vétiver. Et ce qui est plus léger s'évapore le plus vite. Voilà. Donc déjà, le vétiver est construit, a déjà une construction qui est bien assise, en fait, mais qui sera beaucoup plus en fond de toute manière. Et ça, à partir du moment où vous êtes depuis longtemps en train de travailler sur le même parfum, on pourrait dire vulgairement que vous avez le nez sur le guidon. Est-ce que vous arrivez est-ce que vous avez besoin à un moment donné d'appeler quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui travaille avec vous et qui a la même expérience que vous, pour le tester, pour voir sa réaction par rapport ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, plus vous êtes concentré, plus vous sentez que vous touchez à l'essence de ce que vous voulez faire? Moi, je pense qu'il faut les deux. Parce que d'abord, il faut toujours être très ouvert à l'environnement, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Ça peut être quelqu'un qui connaît rien à parfumer, mais qui vous dit quelque chose et qui vous fait réagir. Mais ça peut être quelqu'un de plus professionnel, qui connaît bien la matière première, qui connaît bien la composition. Pas forcément parfumeur, mais quelqu'un d'esthète, quelqu'un qui connaît quand même la parfumerie et qui connaît les classiques de la parfumerie. Votre éditeur de parfum, alors si mon on prend éditeur Frédéric de parfum, Malle avec qui vous travaillez. C'est exactement ça. Frédéric Malle, c'est vraiment un esthète qui connaît absolument parfaitement bien la parfumerie, mais qui lui-même n'est pas un compositeur de parfum. Mais lui, il sera capable de dire, là, il se passe quelque chose. Dans tel essai, tiens, il sera capable de dire, tiens, là, il se passe quelque chose, allons-y. Et ça, c'est très bien. Mais il faut être très ouvert à ça. Mais il faut à la fois avoir cette disponibilité d'esprit, mais il faut à la fois être c'est un travail d'ermite aussi. C'est un peu les deux. Ouais, c'est vraiment les deux. Mais il faut être très ouvert. Il faut être une éponge. Est-ce que dans votre processus d'expérimentation, quand vous faites tous ces essais parallèles, pas les uns après les autres, mais tous en même temps, est-ce qu'il y a un besoin de précision? À quel moment la précision vous aide à développer quelque chose? La précision, elle est de tous les instants, je dirais. Après, qu'est-ce qu'on entend par précision en parfumerie? Outre le fait qu'effectivement, c'est excessivement précis, les rapports des poids, des éléments entre eux est très précis, parce que vous avez des molécules, ou des essences, mais surtout des molécules, qui ont autant d'impact. Si vous en mettez une partie par un ppm, alors ça vous dit quelque chose, c'est une partie par million, par rapport à une autre molécule qui représentera 20% de la formule. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si. Vous voyez, oui. Vous voyez, donc, vous voyez, entre 1 ppm et 20%, même voire 50%. Et 1 ppm fait une différence. Fait une différence, oui. Certaines molécules qui sont excessivement puissantes. Mais la précision de la note olfactive au final, elle est due aussi au fait qu'on aura pu éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire dans une formule. Et ça, c'est très important, parce que au cours des travaux du développement d'une note, il y a des éléments qui, à un moment donné, étaient importants pour la constitution, ou en chemin, donc qui étaient importants, mais qui, au final, ne sont plus nécessaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut éliminer toutes les scories de la note. Et là, on gagne en précision. C'est une autre façon. Tout ce qui encombre, ce qui n'est pas nécessaire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous utilisez différentes choses parce que ça vous aide à avancer, à construire. Et puis à un moment donné, vous y voyez plus clair. Et là, au contraire, vous repartez en arrière, vous nettoyez, vous épurez ou... À chaque fois. Il faut vraiment, c'est pas se dire, c'est pas au final, mais c'est par moment. Il faut se dire, tiens, est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire maintenant? Alors qu'à un moment donné, c'était très important parce qu'on s'appuyait là-dessus pour aller plus loin. Vous voyez, mais au final, non, c'est plus nécessaire parce qu'on est passé, on est au-delà. On a priorisé une autre piste où on a priorisé. Mais sans avoir utilisé ces éléments-là, on n'y serait pas parvenu. Mais c'est ça. D'accord, donc en fait, ils permettent de créer le chemin. Voilà, exactement. Oui, c'est des choses qui ont été nécessaires en chemin et qu'on va abandonner après parce que ce n'est plus nécessaire.
Et donc pour vous, qu'est-ce qui fait un très grand parfum ? Ce qui fait un très grand parfum, c'est un parfum qui a une identité précise et que ce parfum soit différent de tous les parfums qui existent depuis la nuit des temps. Après, le parfum, on peut l'aimer ou pas. Mais à partir du moment où on arrive à l'identifier de façon à peu près assez immédiate et dire qu'effectivement, ça n'existait pas auparavant, je dirais, on a un bon parfum, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et est-ce que justement, vous pouvez avoir l'audace d'aller apporter des éléments que personne dans la parfumerie ne penserait prendre parce qu'on ne peut pas imaginer que ça sente bon ou est-ce qu'il faut avoir l'audace parfois de faire un pas de côté ? Le pas de côté, en quelque sorte, il vient un peu tout seul. En fait, il faut se méfier aussi de ce qui est spectaculaire. Et de se dire, voilà, telle essence, évidemment, c'est très... Se dire, tiens, on va associer, je sais pas, l'essence de carotte à du jasmin. Oh là, qu'est-ce que c'est audacieux, une carotte avec du jasmin. C'est pas forcément audacieux. Mais par contre, c'est spectaculaire de dire ça. Donc, il faut se méfier aussi du côté un peu marketing de la présentation de la parfumerie. Par contre, ce qui est important, c'est un travail assez besogneux, le travail du parfumeur. Vous faites des essais, jusqu'à ce que vous reconnaissiez une forme olfactive qui a une identité propre. Et c'est ça la grande difficulté, je pense. Et ça, donc, à force de faire des essais, à un moment donné, cette forme, elle commence à apparaître. Elle apparaît, et à ce moment-là, il faut en quelque sorte l'extirper de sa gangue. Il faut la mettre en évidence. C'est là où on touche vraiment à la création. Et alors, du coup, si on vous posait la question du beau, qu'est-ce que c'est que la beauté pour vous ? Ça, c'est une question... Qu'est-ce que la beauté ? Ouais. Qu'est-ce que la beauté ? Je pense que je donnerais la définition que je viens de donner pour l'identité d'un parfum. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, évidemment, il ne faut pas que ce soit repoussant, mais c'est vrai que l'idée du beau, c'est très intéressant. Mais ça, c'est un autre... C'est pas tout à fait un autre sujet. Oui, c'est pas tout à fait, mais c'est un peu un autre sujet. Oui, mais c'est pas tout à fait un autre sujet, c'est vrai. Et en parfumerie, il est difficile d'exprimer des sentiments effroyables, je trouve. Ce qu'on peut faire, peut-être en peinture, en musique, peut-être, on peut faire des choses un peu pathétiques. En parfumerie, un parfum qui serait pathétique, c'est qu'il serait mauvais, quoi, qu'il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt. C'est difficile de répondre à cette question, mais c'est intéressant de se la poser en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a des peintres, le cri d'Edvard Munch, c'est effroyable, mais il y a d'autres choses. C'est effroyable, ce que vous voulez dire, c'est que le cri d'Edvard Munch, c'est effroyable et beau. Voilà, c'est ça, mais il y a une beauté. Après, en parfumerie, qu'est-ce qu'on pourrait dire en parfumerie ? On utilise en parfumerie des choses qui ne sont pas belles, mais qui au final font que le parfum est bon. Si on prend, par exemple, dans la nature, l'absolu jasmin. L'absolu jasmin, qui est une belle note, au final. Si vous étudiez un peu, si vous regardez d'un peu plus près sa composition, il y a dedans, par exemple, l'indole, qui est une molécule, qui est une molécule très animale, voire presque scatologique. Et grâce à ça, on fait du beau. On fait une belle note qui est l'absolu jasmin. Où l'odeur du jasmin passe par cet élément-là qui la constitue. C'est quand on arrive à une forme olfactive très identifiable, une précision, de toute manière, qui est là. Et qui fait que la chose est identifiable, d'ailleurs. Cet épisode accueillait le parfumeur Dominique Ropion. Sur le fil de la création est un podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Amel Almia et j'ai coordonné et monté cet épisode. Constance Rubini a mené l'interview. Mathieu Gasnier l'a enregistré. Vincent Louba en a fait la réalisation et le mix. La musique est composée par Jean Thévenin. Et la production est supervisée par Blanche Martin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et des commentaires et à en parler autour de vous. À très vite!